Bonjour, bienvenue dans l'émission Santé Plus de Télésud, l'émission médicale de Télésud, consacrée, cette émission spéciale, à S3 Odéon spécial Covid. S3 Odéon spécial Covid, Agnès Renard, vous en êtes l'instigatrice, l'organisatrice. Expliquez-nous ce que c'est. Alors S3D11, ça servait à faire le point de ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas sur ce virus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, peut-être, alors que la pandémie est toujours présente, essayer de réfléchir à la façon dont notre société se comporte face à cette pandémie. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'il y a des épidémies ravageuses. Pour autant, il y a eu beaucoup de... les citoyens ont été assommés, il y a eu une cacophonie dans la presse. Et du coup... ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on a envie de donner la parole à des sociologues, à des philosophes. Alors, j'ai envie de partager avec vous, d'abord en montrant comment il est difficile de ne pas avoir des idées folles face à ce virus qui nous a tous ébranlés. Et Gérald Bronner, qui est sociologue, nous raconte qu'il faut beaucoup plus de temps, en fait, pour corriger une information, alors que la presse peut en émettre une fausse à toute vitesse. Écoutons donc Gérald Bronner. Même ceux qui ont un goût pour la science, mais qui ne sont pas des scientifiques eux-mêmes, connaissent la science lorsque le processus de constitution de la connaissance est achevé, en quelque sorte. Nous savons que ceci paraît vrai, que les modèles intellectuels qui prétendent décrire le réel sont assis sur une littérature mondiale, pluridisciplinaire, et qu'il y a un consensus, par exemple, qui se dégage sur une question. Or là, nous avons observé peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une connaissance scientifique en train de se produire. D'ailleurs, elle n'est pas du tout achevée sur la Covid-19. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude. Et ce que ça a révélé, parce qu'on peut parler d'une forme de crise de l'expertise dans cette période, ce que ça a révélé, c'est une conception stéréotypée de la production de la science. C'est-à-dire que, au lieu que cela puisse nous servir, parce que ça aurait pu nous servir finalement de grandes leçons d'épistémologie, de voir comment une science se constitue avec ses tâtonnements, ses impasses, ses retours en arrière, ses autocontradictions au bout d'un moment, et puis à un moment, eh bien, une connaissance beaucoup plus solide qui émerge progressivement. Eh bien, ça aurait été une très bonne nouvelle, mais c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, en tout cas dans l'esprit de certains de nos concitoyens, c'est que la vérité était plurielle. Parce qu'il y avait des experts qui ne disaient pas la même chose, et ça a paru évidemment autoriser ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire on va à la cueillette de cerises pour chercher finalement les experts qui nous conviennent. Et ces experts qui nous conviennent, on le comprend bien, c'est dans certains cas ceux qui nous rassurent, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent nous dire dans le fond le port du masque n'est pas vraiment nécessaire, c'est un peu voilà, ou l'hydroxychloroquine pourrait nous sauver, etc. Il y a eu toutes sortes de débats. Et ce qu'on a vu apparaître très clairement, parce que j'ai travaillé là avec certains collègues sur ce point, Laurent Cordonnier et Florent Capfiro, c'est que par exemple la controverse autour de l'hydroxychloroquine, là je n'ai pas besoin de prendre parti sur cette question, mais elle a très vite adopté la cartographie, n'est-ce pas, de conflits idéologiques habituels. Ce qui est sûr, là il y a de sérieuses données, c'est que la peur en général est un signal d'alerte pour notre cerveau qui nous permet de distinguer l'information entre toutes les informations beaucoup plus rapidement. Par exemple, des collègues ont montré à des sujets d'une expérimentation des visages. Certains étaient joyeux, d'autres tristes, etc., avec plein d'émotions différentes. Et les visages qui étaient reconnus avant tous les autres, c'était les visages en colère. Parce que précisément, un visage en colère représente un danger potentiel. Vous pouvez faire l'expérience aussi, ils l'ont fait avec des animaux de toutes sortes. Ce que nous voyons en premier, ce sont les araignées et les serpents. Donc, il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'allume, pour des raisons peut-être évolutionnaires, là c'est spéculatif, mais probablement, qui s'allume et qui retient notre attention. Or, précisément, sur le marché cognitif, le marché dérégulé de l'information, une information pour survivre doit retenir notre attention. Raison pour laquelle, encore une fois, cette dérégulation, elle favorise souvent ce qu'on appelle les produits de la peur. Ça ne veut pas dire qu'ils l'emportent définitivement, mais du moins, ils gagnent la première bataille, qui est la bataille de l'attention. Évidemment, ensuite, la tentation est forte pour tous ceux qui font profession de diffuser de l'information et qui vivent de cette captation du temps de l'attention, eh bien, de produire de plus en plus d'alertes, de propositions de la peur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tous fausses ou inutiles, loin s'en faut. Mais ça crée un embouteillage des craintes. Parce que, comme vous le savez, il faut beaucoup plus de temps à la science pour défaire une alerte qu'aux médias pour en émettre une. Je pense sincèrement que la responsabilité en revient principalement aux médias.
Je veux dire, il y a quand même une liberté d'expression. Je ne voudrais pas que, par exemple, que les scientifiques qui sont hétérodoxes sur une question ne puissent pas s'exprimer. C'est pas la question. Ils ont le droit de s'exprimer. Puis la science a besoin d'hétérodoxes parce que quelquefois, en effet, on peut se tromper, même quand on est nombreux. C'est très important pour la dynamique scientifique qu'il y ait de l'hétérodoxie. Simplement, les médias, normalement, doivent faire un travail d'éditorialisation. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre sur le devant de la scène médiatique des gens qui vont plus probablement produire un discours argumenté, et on va dire vrai, si le mot ne fait pas trop peur. En tout cas, probablement vrai, puisqu'on parle comme ça dans un état scientifique, c'est probablement vrai. Or, on le voit bien, certains personnages sont mis en avant, non pas tant forcément parce qu'on soupçonne qu'ils sont probablement dans la raison, mais simplement parce qu'ils sont spectaculaires dans leurs énoncés. Il y a une recherche à la captation du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Et donc, en fait, la conflictualité, la peur, toutes sortes d'éléments comme ça sont de nature à apporter une plus-value en termes d'attention à ces médias. Il faut bien reconnaître aussi, pour ne pas trop leur jeter la pierre, que les journalistes ne sont pas souvent formés aux questions scientifiques, qui sont souvent contre-intuitives. Et ils croient bien faire en donnant la parole à l'un et à l'autre qui dit le contraire. Ils ont quelquefois le sentiment que la démocratie, c'est ça, c'est donner la parole à deux points de vue contradictoires. C'est tout à fait vrai que ça peut être ça, mais dans le cas où, par exemple, il y a 95% des scientifiques qui pensent cela, il n'est pas forcément juste de donner 50% du temps aux 5% qui restent, n'est-ce pas? C'est comme si pour le réchauffement climatique, par exemple, on mettait un climato-sceptique versus quelqu'un qui travaille sur le climat. Il est très important pour moi que la décision politique, surtout quand on parle de questions sanitaires, par exemple, ou de questions scientifiques en général, s'adosse à l'expertise scientifique. C'est très important. Je n'ai rien à dire sur la constitution d'un conseil scientifique durant cette pandémie, si ce n'est de m'interroger sur la façon dont ont été choisis les membres de ce comité. Ça, je n'en sais absolument rien. Par contre, j'en approuve le principe général. Mais en revanche, il ne faut pas que le pouvoir politique cherche à faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Elle ne doit pas servir, elle ne doit pas se servir, et la science ne doit pas accepter de servir de paratonnerre à la décision politique. Dans l'espace public, c'est à la politique d'assumer la part d'incertitude de la décision. Certaines décisions sont des sinistres paris, surtout quand on est en état de pandémie. Il n'est pas facile de choisir la bonne décision, celle qui va épargner le plus de vies. Mais en tout cas, elle doit le faire informer de l'expertise scientifique, même lorsque cette expertise est en pleine incertitude, comme dans le cas présent. Mais elle ne doit pas faire croire que c'est la décision politique scientifique qui est reportée mécaniquement dans l'espace politique. Agnès, nous écoutions donc le sociologue Gérald Bronner, et vous avez également convoqué pour votre émission, enfin votre plateau à l'Institut consacré à la lutte contre le Covid, avec les meilleurs spécialistes français, vous aviez convoqué également un éminent philosophe. Oui, Roger Poldroy, qui est aussi écrivain, et qui nous conseille de prendre le temps de comprendre pour endurer l'incertain et même la peur sans être paralysé. Alors il nous offre une expérience philosophique, mais écoutez son message parce que finalement c'est plein de bon sens et puis vous avez l'impression d'être vous-même un philosophe. Alors ça, c'est délicieux. Écoutons Roger Poldroy. La pandémie que nous traversons est une crise sanitaire, évidemment, une crise économique, une crise sociale, on le sait, mais c'est aussi une crise morale et politique. Nous l'avons compris dès le début, nous le comprenons à mesure différemment. Je voudrais ajouter qu'il s'agit aussi d'une expérience philosophique majeure. Et quand je parle d'expérience philosophique majeure, ce n'est évidemment pas pour tirer la couverture du côté de ma discipline. C'est parce que cette pandémie nous confronte quotidiennement à des questions abyssales qui nous pèsent et que nous devons tenter de résoudre comme nous le pouvons, heure par heure et jour par jour. Et c'est cela qui constitue une expérience philosophique. Je n'appelle pas philosophie simplement des dissertations, des études savantes, des disciplines universitaires. Bien sûr, la philosophie est devenue cela. Mais je crois qu'au départ, elle surgit comme une exigence du bouleversement de la vie quotidienne. C'est parce que notre quotidien a été fracturé, brisé, transformé en profondeur que nous nous confrontons à la nécessité d'une exigence philosophique pour nous tous. Et cette pandémie
nous a en quelque sorte profondément détraqués dans la vie quotidienne. Nous avons tous, et nous le savons, été bouleversés par le confinement, le déconfinement, les menaces de reconfinement, et par cette série de craintes nouvelles, de gestes nouveaux, d'appréhensions nouvelles qui nous tombent dessus et parfois nous submergent. Et il y a là déjà dans ce bouleversement une immense singularité, car jamais dans l'histoire de l'humanité, 4 milliards d'individus ne se sont trouvés enfermés plusieurs semaines en même temps. Jamais non plus, dans l'histoire de l'économie contemporaine, on a vu s'arrêter pratiquement tout juste pour sauver des vies, qui plus est, des vies généralement âgées. Jamais, non plus dans l'histoire de France, même au temps de la grippe espagnole, c'est plus anecdotique mais significatif, on a vu la nécessité de fermer tous les restaurants. Alors, ces faits qui sont uniques, quel rapport ont-ils avec la philosophie? D'abord, et je crois qu'il n'est pas besoin de longues explications pour voir que ces rapports sont profonds et multiples. Et d'abord, le premier, c'est que nous sommes confrontés par cette crise multiforme à une question philosophique fondamentale qui est celle des limites. Limites de nos connaissances, limites de nos capacités de prévision, limites de nos possibilités d'action, limites de nos résistances organiques, limites aussi de nos différences génétiques. Or, généralement, toutes ces limites, nous avions tout fait pour tenter de les effacer, de les esquiver, de les oublier. Elles nous retombent dessus avec la nécessité grave, mais importante et peut-être stimulante, de les réélaborer à mesure. Et puis, d'autre part, nous avons toujours l'incertitude qui monte. L'incertitude que nous avions écartée et qui nous revient de tous les côtés dans les gestes du quotidien comme dans les décisions collectives. Et dans cette incertitude, il nous faut décider. Et il nous faut décider chacun et collectivement, heure par heure et geste par geste. Voilà qui nous confronte à tout à fait autre chose encore, qui est non moins philosophique, qui est notre responsabilité. Nous saisissons que ce sont de nos gestes et de nos décisions personnelles que dépendent, au moins pour une large part, à la fois notre propre survie et celle des autres. Et ce que nous éprouvons et vivons et devons réfléchir, c'est finalement quelque chose qui, là aussi, est tout à fait philosophique, c'est la connexion intime entre notre vie singulière et celle de tous les autres. Alors, généralement, on croit se débarrasser de ces questions, soit en les oubliant, soit en les recouvrant de partis pris idéologiques, soit en décidant de les résoudre par 3 affirmations péremptoires, ou bien de prescrire autoritairement l'arrivée d'un monde d'après, dont, en regardant bien, il ressemble furieusement au fantasme d'avant. Pour ma part, je suis plutôt convaincu que le premier effort, et c'est un effort, j'insiste, philosophique, qui est exigé aujourd'hui de chacun d'entre nous, c'est de refuser tous les simplismes. Il faut au contraire le courage, la patience, de comprendre qu'il se passe quelque chose d'inédit. Mais quoi? Il faut prendre le temps d'arriver à le discerner de façon avec humilité, avec lucidité, plutôt que de plaquer dessus des solutions toutes faites, toutes prêtes, nos désirs ou nos préjugés. Il s'agit finalement d'apprendre à endurer l'incertain et même la peur, mais sans en être paralysé. N'être ni bêtement confiant, ni bêtement méfiant, et tenter de vivre le monde avec, pour le traverser pas à pas. Somme toute, il s'agit de continuer à avoir confiance, mais sans illusion. Alors bien sûr, on demandera confiance en quoi? Eh bien, je dirais confiance en la science et la recherche, confiance en la technique, confiance dans la raison,
confiance même dans l'humanité. Autrement dit, confiance dans toutes ces vieilleries qui sont aujourd'hui si terriblement décriées. Mais cette confiance, elle doit être sans illusion, donc sans aveuglement. Et finalement, si nous parvenions à cela, c'est-à-dire si nous réussissions à être lucides sans être aveugles, confiants sans être illusionnés, eh bien je crois que nous aurions réussi vraiment une expérience philosophique majeure. Agnès, tous ces témoignages sont extrêmement intéressants et le dernier d'entre eux, ce sera celui du président du Conseil scientifique Covid-19, Jean-François Delfraissy, n'est-ce pas? Voilà. Comment essayer de se mettre à la place des pouvoirs publics face aux données scientifiques qui ont été partagées avec le gouvernement. Et ça, c'est très important de comprendre finalement le dessous des cartes, c'est-à-dire les relations entre science et politique. Alors Jean-François Delfraissy, vous savez, c'est le grand monsieur du sida, c'est le grand monsieur des pandémies. Et là, il a été évidemment mis à mal, critiqué, alors qu'en fait, il avait dit des choses au gouvernement beaucoup plus tôt que ce que le gouvernement avait envie d'entendre. Et donc, il nous livre son témoignage et on va dire un peu son expérience sur les leçons de cette pandémie 6 mois après. Jean-François Delfraissy. Alors, sciences politiques et société, c'est un vieux problème ou une vieille histoire. Dès la démocratie grecque, la relation entre le sachant et le politique était déjà au rendez-vous. Et l'histoire de France montre qu'il y a eu une série d'autres rendez-vous qui se sont passés, avec des hauts et des bas d'ailleurs sur ces rendez-vous. Sur Covid-19, dans la plupart des grands pays, des comités scientifiques ont été mis en place. Ça a été le cas en France, à la suite d'une réunion de scientifiques que j'avais organisée à l'Élysée le 5 mars. Et le 12 mars a été créé, le 11 mars, 12 mars a été créé le comité scientifique. Il est multidisciplinaire. Beaucoup d'ailleurs des membres sont ici ce soir et je les en remercie d'être à la fois ce soir, mais surtout d'avoir fait un boulot fantastique en termes d'intensité. On verra s'il était si fantastique que ça en termes de résultats. Alors, sur le fond, comment construit-on un comité scientifique? On le construit, ce n'est pas l'objet d'un homme, même s'il y a un président. C'est vraiment une construction commune. C'est une intelligence collective dont on a l'habitude en médecine, ce n'est pas nouveau, hein. Les grandes décisions médicales se prennent avec ce qu'on appelle des RCP. Chaque décision difficile, elle est prise en commun. Donc, ce n'est pas un homme providentiel, c'est un comité qui fait de l'intelligence collective. C'est multidisciplinaire. Il y a toutes les disciplines que vous avez entendues ce soir, plus les sciences humaines et sociales, plus un représentant de la société civile. Alors, 4 points d'interrogation dans la relation entre un comité scientifique et le politique. Le premier, c'est comment on garde l'indépendance. On est nommé par le politique, même si j'ai contribué à choisir les membres du comité scientifique. Et ensuite, comment on reste indépendant? On reste indépendant parce qu'on est scientifique et médecin. On n'est pas dans un modèle de hiérarchie de hauts fonctionnaires. Nous ne sommes pas des énarques. Le deuxième élément, c'est qu'on peut s'auto-saisir. On ne répond pas seulement à des saisines du politique, mais on peut s'auto-saisir. Le troisième, c'est que les avis sont publics. Et j'avais souhaité, dès le départ, vis-à-vis de nos concitoyens, sur que nos avis et nos opinions soient publics. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui n'a pas été le cas au départ du comité anglais. Et enfin, le dernier point, c'est que cet exercice d'intelligence collective fait que quand l'un a tendance à lâcher, il est repris immédiatement par le groupe et il y a une dynamique de groupe qui est très forte. Le deuxième point de relation avec le politique, c'est la temporalité. La temporalité, elle est de 1 heure ou 2 heures pour les médias et en particulier les chaînes télé en continu. Elle est de quelques jours pour le politique. Et la science, elle se construit, même si elle va vite. On rappelle qu'il a fallu 15 ans pour les trithérapies dans le sida, 9 ans pour trouver un traitement de l'hépatite C, 18 mois pour trouver un vaccin contre Ebola. Et là, on souhaitait des réponses en quelques semaines. La réponse est non, ce n'est pas possible. Hein, il faut le temps de se construire, comme ça a été souligné par Yazdan Pana, un essai thérapeutique, une réflexion sur ce qui se passe au niveau de la société civile avec les sciences humaines et sociales prend du temps pour se faire. Le troisième élément de relation avec le politique, c'est la notion d'incertitude.
L'incertitude, c'est la construction même de la science. Un scientifique doit douter. La thèse de science est un élément fondamental où des résultats du lundi ne sont pas retrouvés le mercredi et font poser des questions sur la suite. Nos dirigeants français, pour la quasi-totalité d'entre eux, n'ont pas fait de thèse de science. Ils sont passés par l'ENA, ils sont passés par de grandes écoles, et ce sont des gens très brillants, bien sûr. C'est une différence par rapport aux dirigeants allemands, par exemple, où la thèse de science en Allemagne, qu'elle soit en basic science ou en sciences humaines et sociales, et fait partie intégrante du cursus des futurs politiques. Alors, le politique attend de l'expert, finalement, s'il a constitué un comité d'experts, c'est qu'il puisse lui dire si c'est blanc ou si c'est noir. Et l'expert lui-même est dans un doute, et vous avez bien compris que sur Covid, la science s'est faite en marchant, elle s'est construite progressivement, et donc la certitude n'était pas au rendez-vous. Et donc là, il y a un enjeu qui peut se passer. Le quatrième point de relation avec le politique, c'est qu'on peut tomber, et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est ce syndrome où finalement les otages finalement finissent par être d'accord avec les personnes qui les ont pris en otage. Et là, on peut être séduit d'être au plus haut niveau de l'État, d'être en relation avec le plus haut niveau de l'État politique. Et attention, il faut vraiment garder son indépendance. Il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de rentrer comme étant un garant du politique. C'est pas si facile que ça. Deuxième point très rapide, les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice, elles sont le fait que nous ne sommes pas du tout opérationnels. On a lu un peu partout qu'il y avait un troisième pouvoir médical qui était en train de s'installer en France. C'est archi faux, archi faux. La décision, elle est politique, elle a toujours été politique. Nous ne sommes pas opérationnels. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'on peut faire, qui vont être prises, d'autres non prises. Et nous ne sommes pas responsables des opérations. Quelques exemples. Le comité scientifique avait évoqué, plus qu'évoqué, avait écrit dès le mois de juillet qu'il y aurait une deuxième vague, que cette deuxième vague surviendrait à l'automne et qu'elle toucherait essentiellement les 20 grandes métropoles françaises. Nous l'avions écrit. Début septembre, nous avons évoqué le fait que cette deuxième vague était en train d'arriver. On l'a redit, et il a fallu, vous voyez, un certain délai, mais que je peux comprendre, parce que l'enjeu n'est pas que sanitaire, il est évidemment sanitaire, sociétal et politique, mais un certain délai entre l'avis d'un conseil scientifique et la décision opérationnelle qui peut être prise par le politique. Un deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur. Depuis fin mars, nous demandons la création d'un comité citoyen pour que, finalement, dans cet exercice de triangle de la démocratie sanitaire, entre, d'une part, le sachant, d'autre part, le citoyen, et enfin le politique qui prend les décisions, eh bien, ça puisse s'exercer aussi dans le cadre de Covid 2019. Et finalement, pour de multiples raisons, ce comité citoyen centralisé, peut-être un peu usine à gaz, n'a pas été mis en place, et c'est seulement maintenant qu'à l'occasion des 20 grandes métropoles, l'opinion citoyenne va être prise en charge au niveau des différents comités qui sont en train de se monter, comités citoyens au niveau des métropoles. Juste pour terminer, pour dire qu'on a deux points qui sont fondamentaux pour la poursuite, parce que nous sommes maintenant rentrés en effet dans quelque chose qui est plus à long terme, c'est comment rétablir la confiance. Et c'est l'enjeu le plus important. Et rétablir la confiance, ça s'appuie sur une clarté d'information, et merci de le faire ce soir. Deuxièmement, ça s'appuie sur une transparence des données qu'il peut y avoir. Et puis, ça s'appuie sur un dialogue entre scientifiques et, bien sûr, la société civile. Agnès, revenons sur l'événement que vous avez organisé, le spécial lutte contre le Covid de S3 Odéon. Dites-nous, s'il vous plaît, les conclusions que vous tirez de cet événement et aussi comment les téléspectateurs qui sont intéressés peuvent revoir tous les intervenants que vous aviez convoqués par Internet, évidemment. Alors, d'abord, les conclusions, c'est qu'il y a des choses qu'on est capable d'affirmer aujourd'hui, et puis il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut continuer à partager des connaissances et à faire la preuve de savoir si c'est
juste si on peut prendre en charge un malade avec tel ou tel médicament, si on a les moyens de prédire une immunité collective, si on a les moyens de mettre au point un vaccin. Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais je crois que cette conférence, elle a été utile parce qu'elle a permis de faire un point à date avec les personnalités les plus compétentes. Maintenant, bien sûr, si vous avez déjà écouté une partie de ces émissions, eh bien vous pouvez les réécouter parce qu'il y a des propos parfois qui étaient un peu trop scientifiques, mais si on les réécoute, c'est tout à fait accessible. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces interventions sur le site www.s3odeon.fr. S3 Odéon, tout simplement, par Oui. Google, évidemment. Merci beaucoup Agnès, bravo pour avoir organisé cet événement. Merci Bernard. Et à la semaine prochaine pour Santé Plus, pour un autre épisode. Merci. À bientôt.